Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Bonjour Monsieur Godard et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel avec son nouveau format. Et avant tout, bonne année et meilleurs vœux à vous et à vos proches. Eh bien, je vous remercie et de même pour vous. C'est un grand plaisir de reprendre notre émission qui a daté d'un certain temps quand même, on parle de 2015. Il est temps de faire un bilan réel par rapport à ce qui est en train de se passer récemment, notamment les deux différentes élections. L'élection, bien entendu, du recteur de la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris, et aussi le CFCM. Vous êtes un fin expert de l'islam de France, Monsieur Godard, et beaucoup de monde se réfère à vous par rapport à ce dossier. Dans un premier temps, que vous inspire-t-il cette tourmente que traverse l'islam de France ou en France? Les institutions actuelles font leur job vis-à-vis de fidèles. Si vous voulez, elles sont chacune, les deux institutions, en tout cas, ont une influence relativement limitée finalement par rapport à ce qui est censé être leur champ d'activité. Dans le cas, par exemple, de la mosquée de Paris, symboliquement, c'est très important. Ah oui, cette chose, c'est unique en Europe. Ce lieu qui a été inauguré en 1926, qui est censé représenter les musulmans de France, c'est très important sur le plan symbolique. Après, dans la réalité, c'est entre les mains, effectivement, d'une association qui est dirigée avec des gens de sensibilité algérienne, mais qui eux-mêmes ne sont pas forcément, ne recouvrent pas forcément l'ensemble de la sensibilité de ce qu'on appelle les mosquées algériennes, ou des musulmans algériens, entre guillemets. Du coup, ça limite quand même leur champ d'influence, etc. Après, on va dire que depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années, la mosquée de Paris n'a pas décollé. Je ne dis pas décollé parce que la mosquée de Paris a toujours été un lieu symbolique, même du temps où elle avait le recteur Ben Gabrit entre 1926 et 1952. C'était un lieu symbolique. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'elle aurait dû, à partir des années 60, quand il y a eu des populations françaises musulmanes qui sont arrivées en France, à partir du moment où l'islam de France s'est vraiment un petit peu agrandi, la mosquée de Paris n'a jamais assumé, c'était pas son rôle, assumer un rôle de direction, de cap pour l'ensemble des musulmans. Donc j'excuse un peu la mosquée de Paris en tant qu'institution de ce point de vue-là. Mais bon, voilà ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc du coup, on va dire que les équipes qui sont en place à la mosquée de Paris depuis 20 ans, 30 ans, elle a fait du pouvoir symbolique. Avec, en 2002, la création d'une fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris pour dire on va structurer cet espace algérien, où on a eu un certain nombre de responsables, mais enfin, qui n'a pas réussi à fédérer des mosquées dites algériennes. Ce qu'on appelle les mosquées, qu'on appelle encore les mosquées dites algériennes, elles sont autonomes, que vous alliez à Marseille, à Lyon, à Roubaix, en Alsace, chacun fait ses affaires ou son activité dans son coin. On n'attend pas après la mosquée de Paris, Soubatex, qui était membre de la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris. Donc voilà, c'est ces choses. Quant au CFCM, c'est différent puisqu'il est né en 2003, mais ça s'est préparé à partir de 1999. Le CFCM,
Bon, il avait vocation, il y avait des velléités d'en faire un organe de représentation sur le plan de la défense du culte, hein, donc des côtés matériels des pratiques cultuelles des musulmans, d'un organe symbolique de représentation vis-à-vis des pouvoirs publics, aussi bien au niveau local, départemental, régional et national. Il y avait une absence, ça faut le reconnaître. Bon, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, mais qui n'est pas arrivée, c'est que ce n'est pas un organe théologique qui a un pouvoir donc de dire bah non, il faut se battre contre certaines versions de l'islam qui sont extrémistes et tout. Le CFCN n'a jamais assumé ce rôle parce que effectivement peut-être que c'est un vice de forme, hein, peut-être un vice Oui. au départ. Monsieur Godin, Peut-être. Monsieur Ouais. Godin, là vous venez de nous faire un constat. Un constat sur l'historique, hein, j'ose dire, de la mosquée de Paris, mais aussi le CFCM. Sauf, nous vivons dans une période un peu, comme je l'ai dit au départ, une tourmente hein, de la question de l'islam ici en France, avec tout ce qui est en train de se passer, et cet bouillonnement et cette médiatisation à plusieurs sens hein, concernant les élections de la grande mosquée de Paris et l'arrivée du recteur Hafiz après, je crois, 28 ans ou 30 ans, en gros, de la présidence de M. Dalil Boubacar. Il y a beaucoup de monde qui disent comme quoi, simplement, ce monsieur, il est parachuté. D'autres, ils parlent d'un coup d'État sur le minaret. Et lui-même, hein, dans un article sur le Al-Watan, donc c'est un média algérien, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, ce monsieur dit comme quoi, simplement, notre relation et la relation de la grande mosquée de Paris avec l'Algérie n'est que financière. Cela veut dire demain ou après-demain, le payeur, ce sera l'interlocuteur par rapport à cette institution. Dans un premier temps, si vous le permettez, est-ce que légal, hein, j'ose dire d'une manière constitutionnelle, les dernières élections au sein de la grande mosquée de Paris? Oui, alors bon, la mosquée de Paris, c'est un problème beaucoup plus complexe parce que bon, la société des Abous, qui est l'association qui gère la mosquée de Paris, bon en 82, soyons clairs, il y a une discussion diplomatique entre la France et l'Algérie, et la France a cédé. Elle a cédé la propriété, la gestion de la mosquée de Paris à l'Algérie, qui elle-même s'est engagée à financer donc cette mosquée de Paris. Bon, là c'est clair, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Donc tu voulais... Oui. Ce qu'il dit, M. Hafid, dans le journal Al-Watan, c'est autre chose. Il dit nous sommes indépendants et notre relation avec l'Algérie, c'est juste simplement une relation financière qui peuvent changer, autrement dit. Mais non, là ils exagèrent un petit peu. C'est pas si non, mais puis en plus c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Donc du coup depuis 82, il y a un lien ombilical direct entre la mosquée de Paris et puis l'État algérien. Mais ça c'est la nature de ce contrat qui a été conclu en 1982. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Bon, il y a eu Cheikh Abbas, il y a eu ensuite Tejini Adam, ensuite il y a eu Dalil Boubacar lui-même. Mais tout ça s'est fait effectivement avec l'octroi de la subvention algérienne, c'est vrai, mais il n'y a pas que la subvention algérienne. Il y a le salaire des imams, il y a le financement de l'Institut Razali. Enfin, toutes les institutions qui tournent autour de la mosquée de Paris sont très liées quand même à un financement, et ce financement n'est pas simplement un financement extérieur qui n'est pas soumis à un regard. Hein, des autorités algériennes concernées. Faut pas exagérer. Non, là-dessus, je pense que c'est un peu exagéré en disant que c'est une indépendance absolue par rapport au pouvoir algérien. Enfin, mais voilà, justement, M. Godard, c'est ça qui entre nous, hein, donc en toute sincérité, qui est un petit peu contradictoire quelque part. Tout le monde a entendu d'un certain monsieur Mostafa Chérif, comme quoi c'était la personne qualifiée par le président Tebboune pour qu'il prenne la place de M. Dalil Boubacar. Sauf que on constate, en arrivée à la dernière minute, dans des élections, d'après ce qu'ils disent, beaucoup de monde, hein, même disons à l'intérieur de la mosquée de Paris, un parachutage rapide et avec l'option d'élire le nouveau président sans avoir l'avis des autorités algériennes. Et derrière, M. Hafiz
prétend comme quoi simplement il y a la bénédiction de l'ambassade de l'Algérie en France. On ne comprend plus rien en toute sincérité. Non mais là, attendez. Il faut dire que c'est pour ça que ça prouve que c'est quand même intimement lié à la situation algérienne. C'est qu'il faut bien comprendre que les choses étaient en train d'intervenir il y a plus d'1 an, avant que le Hirak débute. Oui, D'accord, oui. Fin 2018, début 2019. Donc, si vous voulez, il y avait déjà ce plan de remplacement d'Ali Boubaker, qui était malade, qui lui-même, voulait bien partir, etc. Donc, je ne dis pas que c'était pratiquement fait, mais c'était déjà dans les tuyaux. D'accord. Et puis, intervient le Hirak. Alors là, vous voyez que la situation algérienne, vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas d'influence, influence directement cette situation, la mosquée de Paris. Pourquoi? Parce que, je ne vais pas m'étendre sur la situation d'Algérie, mais on sait très bien, les Hirak, les manifestations, la montée en puissance du peuple, etc., etc. Et l'élection de M. Tebboune à la présidence. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, la présidence, on peut épiloguer, on peut commenter en disant, mais quel est son vrai pouvoir? Maintenant que Gaïd Salah est mort, lui il est président, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas des forces encore au sein même de la société algérienne, en tout cas de l'establishment algérien, qui attendent leur heure pour reprendre leur place, ou du moins pour intriguer, on va dire, bien que certains dirigeants aient été mis en tôle, comme le général Taufik, entre autres, parce que finalement tout le monde n'a pas été mis en prison. Voilà. Donc il y a une situation je vais pas la commenter, qui fait que c'est un peu confus. Donc du coup, le président Tebboune nomme Moustapha Chérif pour remplacer, c'est-à-dire c'est dans la voie normale de ce qui avait été interrompu au début 2019, d'accord? C'est ça. Mais effectivement, la légitimité de Tebboune qui est fragile, parce que même s'il a été élu, vous avez bien vu, les manifestations continuent, il y a certains clans qui ne sont pas contents, bref, et donc du coup ça a un effet direct sur la situation en France et sur la situation au sein même de la mosquée de Paris. C'est pour ça que l'arrivée de Moustapha Chérif le samedi matin, dès l'après-midi, il y a une réunion de la Société des Habous a intronisé Shamsidine Hafiz comme recteur de la mosquée de Paris. C'est-à-dire que toute l'équipe qui est entouré Boubaker, c'est la même, s'est unie pour dire, oh là là, mais il va arriver, ça va être le bouleversement, quelqu'un vont arriver à nos places et tout, etc. Pour des raisons personnelles chacun et pour des raisons collectives aussi, Hafiz, pour eux, c'était une garantie quand même d'avoir un statu quo par rapport à la situation qu'il y avait du temps d'Ali Boubaker. Donc vous voyez que la situation algérienne a interféré directement dans la situation au sein de la mosquée de Paris. Alors, vous savez, on peut deviser, il y a des gens qui vont dire c'est un siège éjectable parce que finalement Alger, on n'est pas content, les responsables finalement ont d'autorité, ce sont d'autorités nommées, autoproclamées, etc. Et puis finalement contre les desiderata de la présidence algérienne. Oui, mais moi je ne sais pas quelle est la situation algérienne, je ne sais pas jusqu'à quel point effectivement on peut s'opposer à cette nomination. Vous savez, je fais partie de ceux comme tout le monde, je ne sais pas si suffisamment Shamsidine Hafiz, on dit que lui et puis le directeur de la mosquée administrative de la mosquée de Paris, Mohamed Louanouri, ont été rappelés à Alger, qu'ils vont se faire tancer vertement, etc., et qu'on va leur demander de se retirer. Je ne sais pas, moi, ça c'est son, vous voyez, ça fait oui, alors justement, c'est la question qui est reine maintenant, M. Godard, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que peut-on considérer que cette élection de M. Hafiz, le maître Hafiz Shamsidine, à la présidence de la Grande Mosquée de Paris, c'est une réponse au Hirak quelque part, puisque simplement il met à dos le pouvoir algérien quelque part. Et en plus, on a entendu parler comme quoi simplement il y a une crise financière à l'horizon pour la mosquée de Paris, vu qu'il n'y a pas cette coutume qui depuis toujours qui a été le cas par rapport à la subordination de la Grande Mosquée de Paris à Alger. Maintenant, l'avenir de M. Hafiz sur ce poste, est-ce qu'il est en situation éjectable ou pas, vu l'arrivée
du grand pouvoir algérien qui commence à prendre de l'ampleur, notamment M. Tchibboune, qui commence à se confirmer sur le plan international, et on l'a vu à travers des événements internationaux. Donc, moralité de l'histoire, est-ce que M. Hafiz a joué, a parié gros sur cette affaire pour se présenter et à la dernière minute, d'après ce qu'ils disent la majorité des fidèles algériens que nous connaissons? Non mais attendez, moi je vous parle de la situation du président de la République algérienne, je ne dis pas qu'elle n'est pas assurée, oui elle a été entérinée, etc. Ouais. Maintenant il y a un gouvernement et tout, mais il y a une situation instable, ça c'est une chose, il y a quand même des manifestations qui continuent, donc c'est pas si facile que ça, c'est pas un long fleuve tranquille pour le président algérien actuel, bien qu'il soit reconnu au niveau international, etc. Deuxièmement, bon, c'est vrai qu'il y a eu la mise en prison d'un certain nombre de gens, en particulier ceux du clan de Saïd Bouteflika, la mise en prison de celui que Toufik et puis de ses amis qui avaient été accusés de vouloir fomenter un coup d'État, etc. Mais quand même, il reste au sein de la nomenclatura un certain nombre d'acteurs qui sont actifs, etc. Donc moi je ne suis pas au courant des détails de rapports de force. C'est quand même très compliqué. C'est des rapports de force très compliqués. Et donc moi je ne sais pas. Je ne peux pas dire que des gens qui sont l'actuelle équipe dirigeant de la mosquée de Paris n'aient pas pris des contacts, n'aient pas effectivement des contacts avec un certain nombre de gens qui leur disent attendez on va essayer de calmer le jeu, etc. Parce que c'est quand même vis-à-vis des autorités françaises, tout d'un coup débarquer le recteur qui vient d'être élu, avec le consensus de l'Assemblée générale de la Société des Habous, c'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Donc du coup, c'est pas si simple que ça. Bon, Chemsidi Afid est quelqu'un qui connaît quand même le système institutionnel de l'islam de France. C'est un avocat. Même si c'est pas c'est assez important. Il a quand même il a adhéré, la plupart des gens qui sont membres de la mosquée de Paris, bon ben visiblement ils ont entériné sa nomination. Donc les choses sont pas si simples. Même si effectivement, au niveau politique du côté algérien, on a nettement marqué la volonté de ne pas avoir succédé donc Hafiz à Daï Boubaker. Maintenant, alors sur le plan, comme vous dites, vous avez raison, sur le plan financier, si on tire les conséquences de cet état de fait, de cette situation, normalement, le pouvoir algérien qui, lui, tient les clés pour délivrer la subvention et tout, effectivement, on va voir comment ils vont dire. Est-ce qu'ils vont accepter d'avoir, parce que c'est quand même une claque d'avoir un peu devancé les désidérateurs d'Alger en nommant, en s'auto-proclamant en quelque sorte, et est-ce que les subventions vont suivre, parce que c'est ça aussi. Donc, pour le moment, rien n'est vraiment résolu de ce point de vue-là. En tout cas, sur le fonctionnement financier. Exactement, mais c'est le nerf de la guerre, M. Godard. Il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, tout à voilà, fait. donc c'est une histoire d'argent, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et les fonds sont énormes quand même. Voilà. Oui, donc, c'est le salaire de plus de 17 employés, et des bons salaires. Voilà. Bon. Donc, c'est ça le fond de ma pensée, parce que ça m'amène à une situation qui est aussi un petit peu difficile. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont, avec la médiatisation positive et négative aussi sur, bien entendu, l'élection du nouveau président de CFCM et ce rapprochement inédit, j'ai dit rapprochement inédit à la dernière minute avec la personne qui a eu la fédération de la grande mosquée de Paris qui a eu 6 voix, je crois, et qui se rallie avec les Turcs et l'Union des musulmans de France à sa tête, M. El Moussaoui, qui se fait élire en tant que président de CFCM. Est-ce que tout ça, il y a quelque part, il y a des effets cause-effet? Non mais bon, il y a une chose qu'il faut retenir, mais qui est pas dans les règles écrites du CFCM, c'est que dès le départ, si vous voulez, le CFCM, je sais, je devrais pas dire ça, mais c'est vrai, ce sont pas les élections des délégués. Les délégués ils viennent, ils font des élections, mais le vrai résultat, c'est une alliance. Alors au départ entre trois fédérations, la mosquée de Paris, les Marocains. Et pourquoi les Marocains? Et attendez, j'ai pas fini. Et l'UIF. Voilà, c'est plutôt ça. Et puis bon, ce qui s'est passé, c'est que si vous voulez, à ce moment, c'est la Fédération nationale
des musulmans de France, la FLMF, dirigée par Mohamed Béchari. Oui. Bon, mais oui, mais Mohamed Béchari, mais qui n'était pas du tout en désaccord avec ses interlocuteurs du côté de Rabat. C'est dire, bah, c'est pas parce que effectivement, bon, on a aux premières élections de 2003, on est arrivé en tête, qu'on va revendiquer le pouvoir absolu. Exact. Ça, c'est important. Exact. Donc, il y a trois forces. Il y a effectivement, il y a l'UIF, il y a la mosquée de Paris, puis les trucs. Donc, on va traiter avec ces deux autres forces pour, pour gérer tout ça au bénéfice de chacun. Et même bien que les résultats et mis en avant qu'il y avait plus de 40% des mosquées marocaines qui finalement avaient amené les délégués. Voilà, ça a été ça. C'est pour ça qu'en 2012, quand il y a eu une réforme, on a renforcé des gens cooptés à la place des gens élus. Parce qu'effectivement, la partie élue, bon, bah, ça donnait un petit peu une photographie, mais c'est quelque chose qui n'était pas conforme un peu à l'esprit du CFCM, tel qu'il a été conçu au départ. Je sais, ça paraît compliqué, mais c'est quand même ça. Du coup, si vous voulez, en 2005, quand le Rassemblement des musulmans de France est apparu, ça a été délicat, parce que bon, c'est pour ça que je m'excuse, ça explique aujourd'hui, c'est pour ça que du côté algérien, UIF et les autres forces, ils ont dit, écoutez, c'est sûr que maintenant on a vraiment une force marocaine explicite, visible, consensuelle à l'intérieur chez les dirigeants, mais il ne faut pas qu'il y ait de force que les Marocains soient trop hégémoniques, et il ne faut pas qu'il y ait deux forces marocaines, surtout quand l'UMF est apparu en 2012-2013. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir 2-3 fédérations marocaines. Les Marocains sont en représentation d'un tiers ou d'un quart, si on joint les Turcs dans l'ensemble. Vous voyez, c'est un peu la configuration. Mais c'est comme ça que le CFCM s'est fait depuis 2005, depuis 2003, 2005, avec toute cette histoire. Donc aujourd'hui, on arrive à une situation où les autres forces que RMF et UMF, on leur dit, ce n'est pas la bonne entente, hein. Ce n'est pas la bonne entente, hein. Marocaine. Mais le souci, il est là, M. Godard. Vous avez bien fait de parler de ça. Donc, le souci, il est là. Nous sommes en face de deux fédérations, comme vous dites, et comme tout le monde le dit, qu'on soit clair, sont plutôt en relation avec le Maroc, et il y a une guerre de chiffonniers entre les deux. Moi plus marocain et l'autre plus marocain. Alors, et on voit ça sur les élections. Autrement, si les deux formations sont marocaines, pourquoi pas qu'il y ait une seule liste marocaine au sein de CFCM? Mais non, mais là, après, ça c'est autre chose. Il faut revenir à la genèse de la création de l'UMF, qui était effectivement un désir de Rabat, soyons clairs, d'avoir une fédération beaucoup plus marocaine, on va dire. Non pas que la RMF ne fut pas marocaine, c'est pas ça. Mais c'est que, elle était peut-être plus considérée comme un peu plus libre par rapport à Rabat, elle était moins liée à un certain nombre de gens qui, au ministère des Habous, s'occupent directement de la gestion de l'islam marocain, de l'islam européen. Bon, tout ça, ça fonctionnait pas bien. Et puis, l'UMF a été créé pour ça, pour qu'effectivement, les choses soient reprises en main, soient à nouveau un peu marocanisées, quoi. C'est clair. Et bon, il y avait une personnalité quand même qui est ressortie, qui est Mohamed Moussaoui, qui avait été un bon président du CFCM, peut-être le seul qui a fait un certain nombre de réalisations. Et voilà, donc c'était du pain béni entre guillemets pour les autorités marocaines. Mais voilà, c'est-à-dire que là, il y a une discussion et que Anouar Kouibej du RMF a été président pendant un moment dans le tour, parce que dans ce tour-là, si vous voulez, institutionnellement, légalement, avec les élections de 2013, c'était le RMF. Même si sur le terrain, l'UMF avait gagné du terrain, avait finalement taillé des croupières au RMF et avait réussi, il a fallu attendre les dernières élections de novembre 2019 pour constater que définitivement l'UMF avait finalement il y a une question qui m'interpelle, Monsieur Godard. Vous êtes un fin connaisseur, donc puisque vous parlez de l'UMF, donc c'est pro-marocain, donc c'est une organisation, une union donc pour les musulmans de France. Ils disent union musulmans de France. Lorsqu'on parle des musulmans de France, il n'y a pas que les Marocains, c'est très important. Et cette union
à travers un certain nombre de communiqués comme ça, quand même il faut bien le préciser, et à travers un certain nombre de médias aussi pro-marocains, ont dénoncé, bien entendu, l'arrivée d'un ex-avocat du Polisario, la bête noire pour le Maroc, pour tout Marocain, à la tête de la grande mosquée de Paris. Et dans l'espace même pas d'une semaine, on devient frère et ami. Est-ce que ça a un sens? Oui. Non mais, attendez, ça avait déjà été évoqué quand il y a eu parce que les élections de 2019 c'était en retard par rapport au renouvellement du CFCM, et à l'époque déjà il y avait eu l'éventualité que Hafiz devienne président au tour transitoire pour être, et déjà à l'époque effectivement on avait sorti cet argument que Chapsid Hafiz était l'avocat avait été l'avocat du Polisario, etc. C'est un argument maroco-algérien. Justement, on est toujours dans le conciliaire. Ouais. Je ne sais pas ce que ça a à voir dans l'islam de France et je trouve cela irritant. Non pas que je veuille défendre Hafiz, mais attendez, il est peut-être, effectivement, il a peut-être à un moment donné été impliqué parce qu'il est avocat de l'ambassade d'Algérie. Il a été obligé d'intervenir dans une affaire qui concernait le Polisario, mais sortir cet argument comme étant rédhibitoire pour la personnalité de Hafiz, alors on peut le critiquer par rapport à ses liens effectifs avec la nomenclature algérienne. C'est ça, je trouve, et là je trouve que par exemple dire il a été le président du comité de soutien de Bouteflika pour le 4e mandat, pour moi c'est beaucoup plus important que le fait d'avoir été à un moment donné dans un prétoire pour défendre le Polisario. Je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est complètement secondaire. C'est simplement mettre en exergue une espèce de particularité marocaine par rapport à l'Algérie, surtout quand on sait, bon, je vais pas en discuter. Vous le savez, M. Godard, j'ai eu une discussion avec M. Anwar Kibibech, juste pour information, et comme tout le monde le sait, M. Anwar Kibibech, apparemment, ils ont fait sortir une lettre récemment, là où ils l'ont reproche, comme quoi simplement ce monsieur, depuis un certain temps, ils l'ont reproché à maintes reprises. Il était à l'ambassade du Royaume du Maroc en compagnie de M. Hafiz en tant que vice-président à l'époque de CFCM, mais ils l'ont sorti en tant qu'avocat du Polisario. Maintenant, ce que je ne comprends pas, pourquoi on dit ça sur Anwar Kibibech et derrière, on fait alliance avec cette même personne que selon eux, et j'ai bien dit que selon les personnes de l'IMF, disaient comme quoi c'est un avocat du Polisario. Là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, mis à part le fait comme quoi politiser l'islam de France, c'est encore c'est un deuxième degré. On peut en parler prochainement si vous le souhaitez, mais le souci, il est là. Le souci, c'est quoi cet revirement? C'est quoi ce changement de tactique contre un Marocain, contre une fédération qui s'est classée deuxième, la fédération des RMF? Oui, mais ça c'est un argument fallacieux, c'est vraiment un argument secondaire qui n'a pas grand-chose à voir avec les enjeux. C'est pour ça que je comprends très bien ce que vous dites, mais moi j'ai pas envie de m'y attacher beaucoup parce que c'est simplement qu'on va chercher dans les poubelles, on va chercher un argument. Voilà, c'est tout. Exact. Voilà. Exact. J'ai une dernière question, si vous le permettez, M. Godard. Toujours au sein du CFCM. Maintenant, il y a 3 fédérations qui sont présentes, qui tout le monde entend parler. Beaucoup de monde qu'on parle d'une coquille vide, tout le monde le dit. Et nous sommes en face de 3 fédérations, turques, algériennes et marocaines. Est-ce que ces 3 fédérations qui représentent l'islam de France? Non, mais les choses... Attendez, je veux pas accabler le CFCM, mais ça prouve une chose, c'est que si quelque chose doit bouger, ça se passera pas dans le CFCM. D'abord parce que effectivement, bon, c'est pas tant que ce soit sous influence de pays étrangers, pays d'origine. Oui, bon, c'est un argument qu'on met en avant. C'est simplement que cet organe-là n'a rien réalisé.
C'est pour ça que j'ai vu les déclarations de Mohamed Moussaï, nouveau président, qui sont intéressantes. Hein. On voit que quand même, il remet sur le tapis un certain nombre de choses, etc., etc. Mais par exemple, quand il dit on va faire un observatoire pour la radicalisation et tout, c'est bien, c'est un vœu pieux. Moi, je sais que j'avais essayé de convaincre le CFCM à une époque de mettre ça en place. Je crois que c'était en 2014, il me semble-t-il. J'avais été oui, et puis finalement, ça s'est pas fait. Bon, maintenant, on remet ça sur la table. Mais ça implique quoi derrière? Ça implique que si on met cet observatoire, c'est qu'on va mettre en place des stratégies à partir du CFCM pour démontrer la fausseté du discours salafiste. Or, le CFCM n'a jamais prouvé qu'il était capable de faire ça, parce que le CFCM s'est toujours tenu en dehors de côté doctrinal, et le CFCM a dit ah ben non, ça c'est chaque fédération qui décide. Tous les acteurs du CFCM ne se sont jamais mêlés des contenus doctrinaux, y compris, alors, à plus forte raison, de celui de la formation des cadres religieux, et en particulier de la fameuse grille de formation des imams, de formation des imams, et surtout quel devait être le profil des imams avec des obligations, etc. Autrement dit, on va dire ça. Si vous mettez pas ça en place, le CFCM, alors le CFCM à ce moment devrait servir au moins de recours pour des mosquées qui a des problèmes pour rester en justice, etc. Bon, ça, rien du tout. Donc, si vous voulez, le CFCM, en revanche, alors là, on peut en parler, c'est une autre chose, il se passe des choses en dehors du CFCM, dans les mosquées, dans un certain nombre d'associations. Qui ne sont pas fédérées, qui font pas partie du CFCM, hein. Mais qui font pas partie du CFCM. Donc, on va prendre... le CFCM, mais non, attendez, les mosquées, elles sont indépendantes. Voilà. Il y a un exemple, M. Godard, que vous connaissez certainement, le modèle lyonnais. Oui. Donc, voilà, un exemple réel de gestion bien faite et qui est bien apprécié d'après nos renseignements. Voilà, sur un niveau très poussé, c'est très important. Pourquoi pas que ce modèle lyonnais ne devienne pas un modèle plus généralisé, afin tout simplement de décentraliser un petit peu cette décision concernant l'islam de France, parce que jusqu'à maintenant, on a toujours travaillé du haut vers le bas, mais on n'a jamais travaillé du bas vers le haut. Non, mais c'est clair, mais simplement, c'est tout le monde qui est responsable, y compris les pouvoirs publics français, même si vous allez par là. À un moment donné, quand le projet du CFCM est né fin des années 90, mais il y avait déjà eu d'autres initiatives, il y avait un besoin de représentativité des musulmans, qui est une existence symbolique des musulmans, ça c'est indéniable. Donc c'est ça qui a guidé l'action de Jean-Pierre Chevènement dans la fin des années 90. Mais après, c'est pas les pouvoirs publics qui devaient décider du contenu à mettre dans cette représentativité. C'était les musulmans. Hein, contrairement à ce qu'on voit, c'est pas vrai, les pouvoirs publics français n'avaient pas la possibilité de donner du contenu. Ça, c'est des musulmans. Hein. Oui, justement, M. Godard, vous avez tout à fait raison, mais ce qu'on constate malheureusement, donc on a pu, vous-même, vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'alliances qui sont en train de se faire, qui étaient faites, on n'entend plus parler maintenant de la MEIF, il y a des alliances entre l'Asfar et la mosquée de Paris, il y avait voilà, vous voyez, et tout ça sent mauvais quelque part. Voilà, ça sent mauvais. C'est différent, les musulmans de France, l'ex-UOIF, voilà. Eux, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les frères musulmans sont dans une situation très très périlleuse dans le monde arabe même. Ils sont pourchassés. On n'est plus du tout à l'époque de Kataoui, de le Qatar tout-puissant, etc. C'est fini ça. Hein. Même Erdogan est très prudent dans le soutien éventuel qu'il a mené aux frères musulmans égyptiens et tout. Vous voyez, donc la situation a beaucoup changé. Ils sont pourchassés par les Émirats et l'Arabie Saoudite. Vous voyez, donc du coup en France, alors soyons clairs, les déclarations depuis quelque temps du président de la République, la politique a été déclarée, on a bien vu ce week-end, de guerre à l'islamisme. Derrière, il n'y a pas de distinction entre ce que je regrette d'ailleurs par ailleurs, entre le salafisme
fanatisme pur et dur, et puis l'islamisme en général, qui est un concept qui recouvre beaucoup plus largement un ensemble politique plus large. Bon, oui, mais les islamistes, c'est la guerre, on a fermé l'IESH à Saint-Denis, donc on est vraiment dans une situation où ils sont dos au mur. Hein. Donc du coup, quelle est la priorité pour eux? Bon, c'est effectivement parer les coups, d'une part, et puis surtout, trouver une protection. Or, s'ils sortent du CFCM, ils sont même plus dans une institution. Exact. Tant qu'ils sont dans le CFCM, je ne dis pas que c'est une protection, mais c'est une certaine protection. C'est une protection, voilà. Exactement. Ouais. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Godard est consultant, ancien chargé de mission au bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur, diplômé de langue arabe et persan, ça c'est important à le préciser, licencié en sociologie, master de religion et société de l'IESR et le EPHE, cabinet ministériel de l'Intérieur, conseiller relations avec l'islam de 1997 à 2002, chargé de mission bureau central du culte du ministère de l'Intérieur, islam nouvelle religiosité en 2002 à 2008, puis consultant de 2008 à 2014, chargé de cours à l'Institut européen de sciences de religion, dépendant de l'école pratique des hautes études, enseignant à l'Institut catholique de Paris, à l'Institut français des cultures musulmanes de la Grande Mosquée de Lyon, chercheur associé au César. Monsieur Bernard Godard, merci infiniment de cet éclairage et bienvenue comme toujours dans l'émission Arc-en-Ciel. On essaye pour le mieux de décrypter, de donner la parole à des experts, hein. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont, pas à n'importe qui, parce qu'on n'est pas là dans la propagande. Ce qui nous concerne, c'est l'islam de France, ou en France, pour qu'il puisse être apaisé, vu ce qui s'est passé à la rentrée cette année, chose qui n'est pas gaie, et surtout, la France traverse une période très difficile sur le plan social, et il est temps que les musulmans puissent avoir la paix et en même temps d'être un acteur plus que bénéfique pour la mixité sociale au sein de la République française. D'accord. Okay. Voilà. Merci beaucoup, M. Godard, et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt, M. Godard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.